sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? Là, c'est les chrétiens. Je ne sais pas qu'est-ce que les musulmans disent à leur tour, nous qui lisons la Bible. Mais curieusement, nous sommes en face des politiques qui ne lisent que la Constitution. Même lorsqu'ils lisent la Constitution, mais un peu au travers. Nous les opposons à la philosophie alors d'Héraclite d'Éphèse. Nous l'aimons bien. La promesse était jusqu'à la fin de l'année 2016. La pensée d'Héraclite d'Éphèse est tout coule, tout passe, rien ne demeure. En rapport avec cette pensée, aujourd'hui, je veux plaider à travers cette émission le patriarche Mwando Simba. Il a obéi aux principes naturels. Aucun être ne va résister. Tout être passera. Et c'est comme ça que je reviens encore à la Bible. Je trouve un verset qui dit « vanité de vanité ». Mais le constat, c'est que les politiques ne parviennent pas à intérioriser cet aspect des choses. Ils pensent que le monde, c'est cet espace où ils resteront éternellement. Et par conséquent, lorsqu'ils ont une portion de pouvoir, ils peuvent s'en abuser. Et alors qu'il y a un principe naturel, personne ne va résister. Tout le monde coulera. Voilà. Parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit. Encore aujourd'hui, nous allons réfléchir sur des questions essentielles en rapport avec la vie de la nation. Nous allons parler, bien entendu, comme nous vous avons annoncé, de la mort de ce patriarche. Nous irons au centre interdiocésain. Vous savez, il y a certains qui disaient la fois passée qu'il n'y aurait pas un deuxième dialogue. Aujourd'hui, effectivement, il s'agit du deuxième dialogue. Les échanges sont encore là. Il y a des propositions qui sont faites par certains partis politiques. Il y a des propositions qui sont faites par certaines plateformes politiques. Et à l'occasion ou à travers cette émission, nous aurons analysé effectivement ce deuxième dialogue, les échanges, le comportement des acteurs politiques, attentes, parce que c'est dans quelques jours que nous allons arriver à la date fatidique, le 19 décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous aurons l'atterrissage en douceur? Et voilà, autour de tout ça, nous allons analyser, bien entendu, avec votre invité. Ce soir, nous recevons Chéribé Okende, mais en même temps, je dois vous rappeler que la question des sanctions ne sera pas aussi esquivée. Parce que vous avez suivi, il y a l'Union européenne, on n'a rien à voir avec la mort de la Dilouya. C'est vrai, c'est un choc, mais ça ne peut pas être une priorité pour nous. Il y a les sanctions qui sont tombées finalement par l'Union africaine, l'Union européenne plutôt, je voulais dire, en rapport avec certaines personnalités militaires et civiles en République démocratique du Congo, parce que vous devez vous comporter correctement. Il y aura un jour où vous serez rattrapé. Je vois quand Mobutu partait, c'est un bon film parfois. Alors, ce soir nous recevons Chéribé Okende. Il est le président national du Front social des indépendants républicains. Aujourd'hui, il est en même temps coordonnateur principal de la plateforme dénommée Front républicain des centristes. Et voilà, c'est avec lui, je crois que c'est pour la deuxième fois sur cet espace de réflexion que nous allons échanger. Bonsoir Chéribé Okende. Bonsoir. Une fois de plus, on est ensemble pour réfléchir, parce que la vie, nous disons plutôt, le pays va mal. La constitution est piétinée, la peur est là devant nous, nous allons en parler davantage. Le pays va aujourd'hui très mal, Chéribé Okende. Le pays va très mal, mais vous me permettrez de remplir un devoir. Un devoir de mémoire, un devoir de reconnaissance, un devoir de civilité patriotique envers la haute personnalité que vous veniez d'évoquer et qui nous a quittés. J'ai parlé ici de Charles Mwando Simba, que j'ai connu dans plusieurs dimensions, en commençant par la dimension familiale, ensuite la dimension politique et la dimension de leadership. J'ai eu, dans la dimension politique et de leadership, à l'approcher dans le cadre de notre groupe parlementaire, l'Alliance des démocrates républicains, et celui qui assumait les responsabilités de président.
j'ai noté un politique très consciencieux, très méticuleux et très expérimenté. Pour nous, la jeune génération, nous frotter à des personnalités pareilles était comme une école d'apprentissage. Et je dois vous avouer que j'ai beaucoup appris de Charles Mwando. Dimension familiale, c'est un père qui avait toujours démontré cette bienveillance, affection bienveillante d'un père de famille, tout en rappelant toujours que la nouvelle génération, la jeunesse doit aller à rechercher l'excellence. C'est un modèle de discipline aussi que nous incarne aujourd'hui Charles Mwando. Je voudrais donc présenter mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à son parti politique, les camarades de l'UNADEF, et aussi en son regroupement politique, le G7. Aussi à son fils Christian Mwando, le député national aussi. Christian est à la fois un ami et un frère. Donc la peine qu'il éprouve, je l'éprouve autant. Donc je ne vais pas présenter de condoléances à Christian, sinon ce sont des sentiments partagés. Le moment était mal choisi, hein, parce que c'est à ce moment il s'est battu. Nous savons son combat lorsqu'il a commencé au sein de la majorité présidentielle pour le respect de la Constitution. Il quittait la majorité présidentielle pour l'opposition parce qu'il voulait que la Constitution soit respectée. Et maintenant qu'on est en train d'avancer, bien sûr, à pas de tortues, pour voir comment faire respecter la Constitution, c'est à ce moment-là que Mwando Simba quitte. Bon, les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Et je connais Charles Mwando Simba, un catholique pratiquant. Donc je crois que nous ne pouvons pas dire que c'est un hasard, c'est le bon Dieu qui a voulu qu'il nous quitte maintenant. Mais par rapport au respect absolu de la Constitution, son exemple est vraiment une illustration pour notre jeune génération, pour que nous respections, nous ayons la loyauté vis-à-vis de la République. Il ne faudra pas chercher de postes et s'accrocher à des postes pour truander la République. Et lui, vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense honoraire, avec tous les rapprochements, toutes les affinités qui le rapprochaient du président Joseph Kabila, s'il a choisi le camp du peuple pour exalter le respect de la Constitution, je crois que c'est ça l'exemple de loyauté envers la République qui doit nous inspirer. Son combat là aussi, Chéribé Okende, parce que je vois Charles Mwando Simba, je vois Étienne Tshisekedi d'aujourd'hui, 80 d'années, mais ils se sont battus, ils continuent à se battre jusqu'à cet âge-là. Mwando vient de partir en plein combat, en d'autres termes. Alors, ça peut nous inspirer quoi? Parce qu'ils ne parviennent pas à se reposer. Est-ce que c'est quelque part nous autres qui sommes venus après eux, nous ne savons pas nous engager correctement au combat pour l'intérêt de la nation? Et parce que nous voyons que jusqu'à 80 d'années, ils continuent à se battre. Bon, c'est à eux de tirer un peu des leçons, parce qu'il faut aussi apprendre à préparer la relève politique. Lorsqu'on est chef de parti politique et qu'on a aussi des générations futures, il faut les préparer à la relève. Je touche du bois en ce qui concerne le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Bien sûr qu'aujourd'hui, il est laminé par le poids de l'âge, et cela se fait sentir, mais je pense bien qu'il est grand temps, sans souhaiter, sans être oiseau de mauvais augure, il est grand temps que l'UDPS commence à penser aussi à assumer la relève. Donc je pense que tel nous permettra de ne pas connaître de grands coups de vide politique par rapport au leadership de certains de nos aînés, pourquoi pas de nos parents. Et vous avez cité l'honorable Christian Mwando. Je ne parle pas de lui en tant que fils à Charles Mwando, mais en tant que militant de l'UNADEF, qui a eu à suivre aussi le schéma politique, qui a aussi à participer dans le combat politique. Donc je crois que l'exemple de la relève au sein de l'UNADEF par rapport à Christian Mwando peut être encouragé parce qu'il s'est présenté à l'élection et il a gagné l'élection. Il a été ministre provincial autant d'années. Ma foi, lorsque j'interroge l'opinion sur la place katangaise, ça aura été parmi le bon ministre que le Katanga aura connu. Donc je crois que trêve
sentiment de peine qui nous lamine pour le moment avec cette perte qui est une perte de la République, bon voilà, cela ne peut pas nous empêcher de décortiquer l'actualité. Il y a aussi le patron de Mirador, Ladilouya, qui lui aussi est parti. J'avais trouvé un peu d'informations contradictoires quant à ce. Nous attendons. Comme si la confirmation, c'est déjà depuis le jeudi, enfin depuis le mercredi, parce que c'est sa chaîne qui diffusait l'information contraire. Mais la même chaîne, finalement, a confirmé qu'effectivement, il est décédé. Paix à son âme, paix à son âme. J'ai connu aussi Michel, quelqu'un d'affable, quelqu'un aussi de respectueux vis-à-vis de l'autre. Donc, quand un compatriote de cette trempe nous quitte, ça ne nous donne que des sentiments de regret. Sentiments de regret, mais aussi, ça nous rappelle que nous tous, nous sommes des passagers sur cette terre. Tout coule, tout passe. Tout coule, tout passe. Et la vie, finalement, c'est la vanité de vanité. Et l'essentiel est que nous soyons au service de la République et que nous puissions démontrer de la loyauté vis-à-vis de la République. C'est ce qui pourra faire en sorte que nous soyons comme des Mandela, où le peuple sud-africain avait refusé l'idée que Mandela, Madiba, pouvait mourir. Et cela, c'est parce qu'il s'est montré très loyal vis-à-vis de la République. Vous parlez de la vanité de vanité, Chéribé Okende, mais c'est ce qu'on n'observait pas auprès du comportement de l'homme politique. Nous nous disons aujourd'hui, le pays va mal, est responsable cet homme politique. Dans cette idée du pays va mal, maintenant, Chéribé Okende, la constitution ne sait pas être respectée, le pays ne sait pas avoir les élections, les institutions pratiquement aujourd'hui bloquées, on ne sait plus vivre. Le Congo va mal, Chéribé Okende. Est-ce que vous observez de la même manière? Le Congo va très mal. Mais là où vous bloquez la réflexion, où la plupart des politiciens congolais bloquent la réflexion, dans la gestion d'un État, dans la gestion des institutions, lorsque ça va mal, il faut établir les responsabilités. Il ne faut pas escamoter l'aspect redevabilité et responsabilité. Oui, le Congo va mal. Il ne suffit pas que de constater que le Congo va mal. Pourquoi le Congo va mal? Quelle est la racine de ce mal aujourd'hui? Je veux être direct avec vous et aussi avec l'opinion, les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Le Congo va mal parce qu'il n'y a pas de volonté politique d'assurer l'alternance au pouvoir, surtout au niveau supérieur de l'État. Donc au niveau de la présidence de la République, voilà pourquoi il y a eu des subterfuges pour induire un certain glissement. Glissement veut dire quoi? On viole la Constitution, les délais constitutionnels ne sont pas respectés. C'est pour cela que le Congo va mal. Pour qu'on puisse imaginer des solutions ou de remèdes à ce mal, il faut identifier les auteurs de ce mal et établir leurs responsabilités. Et de ce point de vue, le Front social des indépendants républicains et le regroupement Front républicain des centristes, nous n'allons pas par le dos de la cuillère. Il faut le respect absolu de la Constitution. Personne ne peut se placer au-dessus de la Constitution qui est notre loi fondamentale et personne ne peut se placer de manière inconsidérée et inconséquente au-dessus des institutions. Le respect de la Constitution, c'est ce qui a appelé les acteurs politiques la fois passée de se rencontrer d'abord à la Cité de l'Union africaine, premier round. Alors, on a pondu un accord depuis le 18 octobre qui a posé problème, un accord également qui a permis au chef de l'État de faire le choix sur Sami Badibanga comme Premier ministre. Aujourd'hui, il ne s'est pas accédé à la primature et finalement, il a fallu qu'on se rencontre pour la deuxième fois. Deuxième fois aujourd'hui, au centre interdiocésain, on est là, les acteurs politiques sont là, on est en train de réfléchir sur comment respecter la Constitution. On est en train de réfléchir sur comment voir les élections, des élections bien entendu apaisées, mais le débat entre les acteurs politiques. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de bien en termes du respect de la Constitution, Chéribé Okende? Ça devient une rengaine creuse. Tout le monde dit devoir respecter la Constitution. Même le chef de l'État, vous m'excuserez, son discours devant le Congrès, le président de la République qui déclare... On n'a jamais violé la Constitution. On n'a jamais violé la Constitution, on ne la violera pas. Malheureusement, nous ne constatons que la violation flagrante et continuelle de cette Constitution. Lorsque l'article 73 n'est pas respecté, la convocation du scrutin présidentiel
90 jours avant expiration du mandat du président en exercice, la Constitution n'est-elle pas violée? Lorsque on nomme, même à des hautes fonctions de la République, des gens qui se retrouvent dans des ambiguïtés de nationalité, violant l'article 10 de la Constitution qui consacre la nationalité une et exclusive congolaise, est-ce qu'on ne viole pas la Constitution? Lorsque on regarde les institutions fonctionner de manière irrégulière, jusqu'à mettre en mal le cycle électoral qui est de 5 ans, pardon, je prends ici en l'occurrence le gouvernement et la CENI, bon, on se dit faire respecter la Constitution. Et là, ce sont des obligations constitutionnelles du président de la République. Voilà pourquoi je me dis, il ne faut pas, par hypocrisie politique, escamoter le véritable débat. Aujourd'hui, on devra, pour chaque institution, établir les responsabilités et en tirer les conséquences. Donc, je considère que le forum de la Cité de l'Union africaine fut un monologue, fut encore un autre bal de chauve, où les gens avaient argué au départ de ne pas violer la Constitution, mais tout ce qui s'est concocté là-bas, c'est juste la lutte acharnée pour la conquête du pouvoir, le positionnement par rapport au pouvoir, qui se battait pour entrer au gouvernement, et finalement, le problème crucial n'a pas trouvé de solution, qui est celui de l'alternance au sommet de l'État. Mais ils ont pondu un accord. Dans cet accord, il y a eu l'échéance. Alors, en termes de temps, pour se préparer aux élections, c'est jusqu'en avril 2018 qu'on organiserait alors l'élection présidentielle, parce qu'on n'a pas voulu avoir un long temps. Pour eux, 2018 c'est convenable pour avoir des élections apaisées. Avant qu'on revienne maintenant au centre interdiocésain, au moins ils ont eu un accord qui pouvait calmer les choses et finalement nous permettre d'avoir des élections et connaître l'alternance au pays. C'est chercher des raccourcis irresponsables. Je n'ai rien contre Joseph Kabila, président de la République, mais je voudrais bien qu'en termes d'institutions, il faut qu'on établisse les responsabilités, il faut le principe de la redevabilité. Donc l'État, les institutions publiques ne sont pas notre maison, notre poche, notre boutique. Quand on a accédé avec légitimité dans la gestion des institutions d'État, il faut savoir rendre compte au peuple, et lorsqu'il y a un dérèglement, surtout lorsque la Constitution, qui est notre loi fondamentale, est malmenée, il faut établir les responsabilités. Donc moi je pense que ce qu'on est en train de concocter pour trouver des excuses ou des voies de sortie de la Constitution et se mener dans une transition qui n'est pas constitutionnelle, c'est une manière insidieuse de contourner la Constitution. Vous proposez quoi? Même si on établissait les responsabilités, aujourd'hui d'ailleurs tout le monde les connaît, si on n'a pas eu les élections, c'est parce que le responsable, selon l'esprit de l'article 69 de la Constitution, celui-là qui permettrait le bon fonctionnement des institutions, n'a pas fait le travail correctement pour que les institutions du pays fonctionnent pour nous permettre d'avoir les élections. Nous connaissons, tout le monde les connaît. Mais comment y parvenir? Que faire pour que finalement on dise, bon voilà, stop, vous partez, l'autre vient et il vous remplace, il continue à gérer le pays. C'est là où le problème se pose, étant donné que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont tous les attributs possibles du pouvoir. Oui, donc ils ne doivent pas abuser. Lorsqu'on abuse des attributs de pouvoir, cela veut dire violer la Constitution. Vous me posez la question, quelle est la voie de sortie? Elle est constitutionnelle aussi. Il faut qu'on apprenne ou qu'on dise à Joseph Kabila que démissionner ne doit pas être une honte. C'est aussi une voie constitutionnelle. Si vous convenez avec moi que sa responsabilité est engagée, ben, pour l'honneur, par loyauté vis-à-vis de la République, lorsque nous évoquons la mémoire de Charlemagne de Simba, nous avons dit la loyauté pour la République, n'est-ce pas? Et pourquoi vous ne voulez pas que Joseph Kabila démontre aussi de la loyauté vis-à-vis de la République? Pourquoi vous voulez aussi vous comporter comme d'autres turiféraires qui ne font que l'induire en erreur en lui disant, bon écoutez, il doit rester, il est devenu un désir de quelconque? Mais ce n'est pas normal. À ce jour-ci, c'est ce qui est extrêmement grave. Et la situation qui est en train de peser sur le pays, sur la nation, ce sont des personnalités pareilles qui en seront responsables. Donc moi, je crois, avec un minimum de transcendance, avec un minimum de loyauté vis-à-vis de la République, la solution constitutionnelle demeure. En l'occurrence, Joseph Kabila peut démissionner, mais il ne sera pas délaissé pour compte, il restera sénateur à vie. Et il y a une vie après la présidence de la République, c'est ce qu'il faut lui faire comprendre, mais il ne faut pas livrer le pays en pâture.
Sinon, tout ce qu'il a construit, avec beaucoup de ténacité, toute cette démocratie qu'il a montée va tomber et finalement son souvenir dans la tête du peuple congolais ne sera qu'insignifiant. Peut-être que vous avez une proposition qu'il arrive déjà ce soir aujourd'hui. Il dit « je démissionne ». Qui le remplace? Là aussi c'est un débat parce qu'il y a certains qui activent l'article 75 de la Constitution et d'autres par contre disent non, le Sénat actuel, le président du Sénat actuel ne peut pas parce que lui aussi est illégitime. Alors s'il démissionnait, ça va se passer comment? Qui va le remplacer pour nous organiser dans quelques temps les élections et revenir à l'ordre? Je ne veux pas rentrer dans cette querelle des individus. Mais je crois que par rapport à cette ouverture, si Joseph Kabila démissionnait aujourd'hui, il appartiendrait à la majorité de peaufiner de stratégies quant à ce. De un, il sera... Quelle majorité? Excusez-moi, sa famille politique. J'étais membre de la majorité. Vous connaissez qu'à l'issue du congrès de mon parti, le FCIR a démissionné de la majorité. J'étais communicateur, coordonnateur de la cellule de communication de la majorité. Mon parti m'avait instruit de pouvoir démissionner. Donc quand je parle de sa famille politique, de la majorité, donc c'est la famille politique à laquelle j'ai appartenu, mais à laquelle je n'appartiens plus. Cela doit être clair. Mais par rapport à cette ouverture, il appartient à la majorité de réfléchir et d'arrêter de stratégie. Il ne faudra pas que les gens démontrent qu'ils sont à court de stratégie politique. Non, ça veut dire que le président démissionne. Ça n'a rien à voir avec la majorité. Ipso facto, il devient sénateur à vie. Qui le remplace à ce moment-là, dans le cas d'espèce maintenant? Ben écoutez, il sera sénateur à vie. Vous parlez du Sénat. Aujourd'hui, le Sénat aussi, sa part de responsabilité est engagée. Des sénateurs se sont confortés dans un dépassement, dans un glissement qui ne dit pas son nom. Il faut aussi interroger, je crois, l'article 110 de la Constitution qui établit que le mandat du sénateur prend fin à l'expiration de la législature. Ils savent pertinemment bien qu'en 2012, leur mandat avait expiré. Ils savent pertinemment bien qu'aujourd'hui, s'ils continuent à occuper de sièges au Sénat, du président jusqu'au commun de sénateurs, mais c'est en violation de la Constitution. Ils ont dépassé. Donc, s'il vous plaît, dans le cas d'espèce, Joseph Kabila démissionne. Oui. Il devient sénateur à vie. Oui. L'unique sénateur qui aura et la légalité et la légitimité. Qui le remplace maintenant, là, pour que finalement on fasse avancer les choses? Vous refusez de regarder là où je regarde. Et je laisse ce débat des individus à la majorité et à cette opposition de pouvoir apprécier. Moi, je continue à soutenir le respect absolu de la Constitution. D'accord, le respect absolu de la Constitution, parce que je suis en train de voir aussi une proposition, ou des propositions que vous aviez faites aux acteurs qui sont aujourd'hui au débat, en plein débat plutôt au centre interdiocésain. C'est au nom du Front républicain des centristes. Autant de propositions, parce que je vois propositions avec S en vue de la sortie de la crise sociopolitique actuelle, dans le respect absolu, le concept absolu revient, de la Constitution. Quel type de propositions vous aviez fait à ceux qui sont aujourd'hui au centre interdiocésain? D'abord, chapeau bas pour les évêques qui ont démontré leur transcendance et leur mission prophétique, en venant à la rescousse de la société lorsque le pays va mal, va très mal. L'heure est grave, et même très grave. Une petite parenthèse, Chéribo Kende, c'est qu'en d'autres termes, là vous insinuez que Edem Kodjo a échoué parce que vous évoquez les évêques. Mais Edem Kodjo a échoué cruellement, de manière la plus honteuse, mais bon, enfin, si Kodjo, lorsqu'il avait été récusé, avait la trempe d'un véritable homme d'État, ben, il aurait rendu le tablier. Mais il s'est accroché. Dieu seul sait pourquoi il s'est accroché. Il n'est pas venu, il ne s'est pas accroché là-bas pour le plaisir, le bon yeux des Congolais. Non, pas du tout. Donc, trêve de cela, c'est finalement un dialogue qui aura accouché de quoi? D'une souris. C'est finalement un dialogue qui aura démontré que ceux qui s'acharnaient à y siéger n'y sont allés que pour chercher des postes. Et on a vu comment des gens s'étaient entredéchirés juste pour revendiquer des postes dans un gouvernement qui aujourd'hui est étouffé dans l'œuf. Ok, on tourne la page. Ce n'était qu'une parenthèse. Donc, je voudrais aborder le round des négociations sous les bons offices des princes de l'Église, donc de la Sainte Cour. Nous avions aussi, de prime abord, pris la perche pour encourager cette mission.
pour la soutenir. Nonobstant le fait que nous ne soyons pas à l'intérieur, nous ne sommes pas des opportunistes, mais nous croyons que c'est une mission salvatrice qui peut nous amener, si tous les Congolais acceptent de se dépasser, à ramener la paix et aussi à régler cette crise par le respect absolu de la Constitution. Alors, nos propositions suivent la même philosophie que le rapport de la CENCO qui a relevé 6 points de divergence résiduelle. Le concept respect de la Constitution, les uns les autres, ils vont... Un concept ambigu. Hein? Ambigu, ils vont de leur manière, tout en violant la Constitution. Les gens n'ont pas, sans vergogne, les gens n'ont pas honte que de dire nous respectons la Constitution. C'est grave, il faut clarifier ces concepts-là et ces implications dans la crise actuelle. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, respect de la Constitution, c'est-à-dire que chacun respecte toutes les dispositions de la Constitution. Et ceux qui ont des prérogatives ou des obligations constitutionnelles doivent répondre de leurs obligations s'il arrivait que le défaut de ces obligations a malmené la Constitution. Si vous avez cité pratiquement toutes les institutions du pays. Pratiquement oui. C'est pour dire que notre analyse n'est pas orientée à une seule institution ou à un seul individu. Et tous ceux qui ont participé aujourd'hui à alimenter la crise actuelle doivent répondre de leurs responsabilités. Lorsque je prends le Parlement, vous savez, monsieur, c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Donc, le Parlement a aussi la mission constitutionnelle de contrôler l'exécutif. Si le gouvernement, dans le cycle électoral, n'a pas respecté les assignations budgétaires pour donner des moyens à la CENI, et que la Constitution soit respectée, le calendrier ou le cycle électoral respecté, aujourd'hui, tout cela est malmené, il faut établir les responsabilités de ce Parlement. Le gouvernement, même temps... Le gouvernement, aujourd'hui d'ailleurs, le gouvernement, par rapport à la construction d'un véritable état de droit, est auteur de violations flagrantes, même des libertés élémentaires individuelles des citoyens. Et il faut établir tout cela. Voilà pourquoi, en guise de sortie de crise, dans le respect strict de la Constitution, nous nous sommes dit il faudra plus invoquer 2 principes. Le principe de la redevabilité et le principe de la responsabilité. Redevabilité, voilà. Maintenant. Redevabilité, vous voulez alors donner quel sens à ce concept, Chéribio? Cela veut dire que vous êtes député, le peuple vous a fait confiance et que vous n'avez pas fait votre travail comme il se faut, il se doit, vous êtes redevable vis-à-vis du peuple. Parce que le débat maintenant, c'est que faire après le 19? 19, c'est une date, je peux dire, fatidique, parce que l'attente de tout un peuple, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer le 19. On sait comment les politiques, surtout de l'opposition, se sont battus depuis tout ce temps pour inculquer dans le mental du Congolais le 20. On ne peut pas s'en passer, c'est le respect de la Constitution. Pascal. Maintenant, le 20, c'est dans quelques jours. Le dialogue est là. Tous les enjeux, c'est comment gérer le pays après le 19. Chéribé Okende, vous avez fait une proposition. Vous parlez d'une période provisoire. Qu'en est-il aussi? Que faire après le 19? De 1, éviter le concept période de transition. Parce que le concept période de transition n'est pas invoqué dans la Constitution. Quelle est la conséquence insidieuse? Vous acceptez une période de transition. Cette période de transition, pour gérer les institutions de l'État, il faut un acte constitutionnel de la transition. Si vous allez dans ce panneau-là, vous sortez de la Constitution du 18 février 2006. Donc, vous l'éludez ou vous consacrez sa violation. Alors, c'est pour cela que nous restons dans le strict respect de la Constitution. Si vous allez dans l'article 75 et 76, la Constitution parle de période provisoire ou période intérimaire. Donc, il faut imaginer une période intérimaire, une période provisoire avec les implications constitutionnelles. Qu'est-ce à dire? Le président intérimaire n'aura pas la plénitude des prérogatives du président normal. Il y a des dispositions constitutionnelles, notamment l'article 78, 79, 82, j'en passe,
qu'il n'aura plus à exercer avec Un la président plénitude. qui sera dépouillé de certaines prérogatives, on va les confier Et peut-être au Premier ministre. et c'est ce qui explique Hmm. le caractère provisoire, pour rester dans le strict respect de la Constitution. C'est ce qui explique aussi que les responsabilités auront été établies et que les institutions auront failli. Notamment l'institution président de la République aura failli à ses obligations constitutionnelles. Je pense que vous avez même réfléchi alors comment sera gérée cette période provisoire, parce que le débat aussi est là. Vous aviez parlé comment les autres se sont battus à la Cité de l'Union africaine pour avoir des postes. Est-ce que la gestion de cette période sera consensuelle aussi? Majorité, opposition, société civile, ensemble, pour finalement penser à l'organisation des prochaines élections? Ça dépend. Et la proposition que nous avons soumise, que quiconque voudra entrer dans ce gouvernement provisoire, de un, qui n'a pas l'ambition de se présenter aux prochaines élections. Oh, De deux, tout le monde. tout celui qui entrera dans ce gouvernement. Il faut prendre des garde-fous, parce que finalement, des gens vont s'y installer pour s'éterniser et pour abuser des Faire de institutions de la l'argent République. pour préparer les prochaines élections. Eh bien, c'est cela aussi. Tout celui qui pourra prétendre à être dans le gouvernement provisoire, qu'il renonce à la jouissance des frais d'installation et des indemnités de sortie. Vous allez voir que les gens qui cherchent seulement une contention matérielle seront désintéressés. Et les gens ne souhaiteront pas faire beaucoup de temps là-dedans. Ça, c'est en ce qui concerne le gouvernement. Prenons le Sénat. Parce que les sénateurs ont aussi glissé, parce que les sénateurs se sont aussi confortés dans une situation de violation de la Constitution par déloyauté envers la République. Mais pour les sénateurs, ne parlons même pas de glissement, parlons de dépassement. Total. Criant. Alors, on peut arrêter des mécanismes, qu'on les mette devant leurs responsabilités, en disant que, bon, voilà, pendant la période provisoire, on donne la possibilité à tout sénateur de pouvoir démissionner. Ce qu'on a parlé, la démission existe, on doit avoir la culture de la démission lorsqu'on se retrouve en situation de déloyauté vis-à-vis de la République. Le président haïtien a démissionné, faute d'avoir organisé des élections. Alors cette institution, si tout le monde pourra démissionner. Le Oui. Sénat... On trouvera des mécanismes provisoires. Alors, l'alternative, c'est que ceux qui acceptent de démissionner, ils peuvent avoir leurs indemnités de sortie telles que prescrites à l'article, je crois, 109 de la Constitution. Si vous voulez rester, ok, pour dire que bon, il y a une disposition de la Constitution qui dit le mandat prend fin jusqu'à l'installation du nouveau Sénat. Il faut aussi des restrictions. À ce moment-là, puisque vous avez déjà glissé continuellement, cela impliquerait le renoncement ou la renonciation à vos indemnités de sortie. C'est à la fin. Oui. Cela impliquera aussi la réduction, parce que la République n'a pas d'argent, la réduction de 1/4 ou de 3/4 des émoluments de ces sénateurs-là. Cela impliquera la non-jouissance pendant la période provisoire de vacances parlementaires. Et on met des garde-fous, tout le Parlement ne pourra pas, pendant la période provisoire, légiférer sur des matières autres que la loi financière et le processus électoral. Pas de processus référendaire, pas d'autres matières de gestion normale de la République. Vous allez voir que beaucoup d'appétits gloutons vont s'estomper. On ne manque pas les intelligences dans son pays. Alors, mais, Chéribe Okende, il y a certaines familles politiques aujourd'hui qui participent dans ce dialogue au centre interdiocésain, commencent à réfléchir même sur la dissolution de l'Assemblée nationale, des assemblées provinciales, du Sénat, et ils sont dans la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que dans cet accord, on avait estimé que les institutions issues des élections mal organisées en 2011 ne devraient pas être comme telles jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Il fallait maintenant les dissoudre, et finalement pour penser à l'organisation des prochaines élections. Ils sont dans cette logique-là. Comme ils sont dans le dialogue, ils pensent qu'on peut dissoudre toutes ces institutions et peut-être procéder par le choix ou la cooptation pour que finalement on pense à l'organisation des prochaines élections. Est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui? Ça ne va pas tirer les choses à longueur. C'est une mauvaise idée qu'il faut rejeter. De un,
qu'il y ait encore un parlement sui generis, du genre parlement de transition après le dialogue intercongolais. Quelle est la conséquence directe? C'est le contournement du peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain. Dans une véritable démocratie, c'est le peuple qui se choisit ses dirigeants. Ce peuple ici a droit aux élections. Il a droit aux élections. Il ne faudra pas que des politiciens se rencontrent pour manigancer et usurper son pouvoir. Parce que nombreux n'ont jamais été élus, hein, c'est l'occasion d'avoir le pouvoir ici. Voilà, donc c'est un schéma qu'on peut accuser, qu'il ne faudra pas accepter. Prendre des garde-fous, parce que malheureusement dans le processus électoral, dans notre déclaration, vous ne vous êtes pas intéressé aux propositions concernant la CENI. Il faut dépolitiser la CENI. Parce qu'au fait, la CENI aujourd'hui ne parvient pas à rassurer le peuple congolais pour lui organiser des élections réellement transparentes, crédibles et démocratiques, parce que la CENI est infestée par les forces politiques. Ça veut dire quoi? La majorité y est, l'opposition y est, même d'autres franges de l'opposition qui nient ne pas être dans les institutions. Si vous scrutez le bureau de la CENI, ils sont là-dedans. Là c'est pas facile, hein, Chéribo Okende. Parce que c'est difficile de trouver au pays, surtout chez nous ici, un homme n'ayant pas de tendance, soit vous êtes un peu proche de l'opposition, soit vous êtes un peu proche du pouvoir. C'est comme ça que par nous essence, cher ami Pascal, oui. Une institution d'appui à la démocratie qu'on qualifie d'institution citoyenne, par rapport à nos positionnements politiques, c'est une institution qui doit démontrer suffisamment d'impartialité. Comment on peut sauver cette marque? Aujourd'hui, moi, je suis très heureux que tout le monde s'accorde, notamment sur la CENI et les bons offices de la CENI. Au lieu de faire des manigances, on peut demander à la CENI, pas à la CENI de diriger la CEI. Excusez-moi, la CENCO. Tout le monde s'accorde sur la notoriété de la CENCO. Bon, on ne peut pas demander à la CENCO de diriger la CENI. Mais on peut demander à la CENCO de désigner celui qui sera là avec un mandat dûment délivré par la CENCO. Marini Bodo ne va pas accepter, s'il vous plaît. Ben écoutez, il va refuser. Oui, enfin, ça dépend de la notoriété de cette personne. D'autres confessions religieuses vont se Vous savez qu'il y a aussi des confessions religieuses qui, comme vous l'avez dit, se rangent dans les sensibleries politiques. Voilà. Donc, ne se cache pas notamment de dire qu'il n'y a que la Sainte Bible qui ne peut pas être touchée, même la Constitution peut être touchée, et ça c'est au mépris des dispositions intangibles de cette Constitution-là. Alors, c'est extrêmement grave. Qui sera maintenant le gardien de la République si nous ne savons pas respecter notre loi fondamentale? Et nous faisons chapeau bas à nos princes de l'Église, à nos pères spirituels. Ils doivent se limiter à leur mission spirituelle. Donc, je pense que pour la République, il ne faut pas voir les individus. Il faut voir les institutions. Je vois comment l'abbé Scholl a été hué à la Cité de l'Union africaine après avoir été au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, où il est allé les solliciter de venir maintenant au dialogue. Abbé Scholl va à la Cité de l'Union africaine, il a été hué. Aujourd'hui, il a raison. Mais on ne sait pas lui donner raison. Les évêques ont finalement raison. Mais l'autre débat, Chéribo Okende, c'est par quelle élection commencer? À la Cité de l'Union africaine, ils ont dit on va coupler autant d'élections. Je viens de voir, ici vous parlez des séquences des élections, vous priorisez l'élection présidentielle couplée aux législatives provinciales et nationales. Est-ce que vous voyez que c'est conséquent ou il faut encore séparer? Parce que par le passé, nous avions séparé législature nationale. C'est conséquent. S'il y a la volonté politique d'organiser ce scrutin dans l'intérêt du pays et en respectant la souveraineté du peuple, c'est possible. D'autres disent, si nous avons la crise aujourd'hui, c'est plus sur l'élection présidentielle. Par conséquent, priorisons d'abord cette élection et après, nous pourrons voir d'autres élections aussi. Le poste ou l'institution président de la République est tombé dans l'illégitimité à partir du 20 septembre. Et le 20 décembre tombera sous le coup de l'illégalité.
c'est extrêmement grave. C'est une crise qu'il faut résorber au plus vite possible dans le respect de la Constitution. Donc ce n'est pas superfétatoire que de proposer la séquence électorale en commençant par l'élection présidentielle. Tel est notre point de vue, mais on peut le coupler. Parce que vous savez, aujourd'hui, en privilégiant aussi l'élection des députés provinciaux, c'est le début de la résorption de la crise d'illégalité et illégitimité de l'actuel Sénat et même des assemblées provinciales. Et ce qui est fondamental ici, c'est un peu la conception du calendrier électoral. Aujourd'hui, la CENI nous proposerait, si c'est 18 mois, mais est-ce qu'on ne peut pas vraiment recentrer les choses? Est-ce que la CENI doit continuer à être le bras séculier du glissement? Est-ce que la CENI doit continuer à multiplier des contraintes pour qu'on puisse dérégler totalement le cycle électoral et malmener les dispositions constitutionnelles? À cela, nous préconisons un calendrier qui n'est pas irréaliste, qui est faisable. Est-ce que vous connaissez la configuration du pays lorsqu'on se ramène à l'Église catholique de communautés ecclésiastiques de base, le CVB? Vous les trouvez sur toute la République. Je vous sens chrétien catholique. Dans tous les quartiers. C'est un exemple. Mais je vous sens. On ne lance pas le catholicisme pour tous. Hein, il y a la liberté de religion. Mais est-il que c'est un exemple qui peut nous amener dans des délais très limités et consciencieusement à réduire le problème de délai d'organisation des élections. L'autre problème, c'est l'argent, le financement. Je vois, vous avez même parlé au financement des élections ici chez Ribé Okende. C'est là aussi le problème. Le comportement du dirigeant pose problème. La fois passée, nous avions suivi des révélations par l'étranger. Il y a des gens qui ont logé l'argent quelque part. Mais ici, sur place au pays, on ne sait pas voir l'argent. Il y a des individus qui ont des comptes terribles. Il y a des nouveaux ministres à peine. Ils ont des boutiques, ainsi de suite. Le problème d'argent se pose. La caisse de l'État toujours pauvre. On ne sait pas voir les élections. Là aussi, c'est un problème. Il faut y réfléchir. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui au centre interdiocésain vont évoquer également la question. L'argent est au centre de tout. C'est ce qui a fait que la CENI ne soit pas mesure de nous organiser l'élection. Que faire? Nous y avons réfléchi et soyez rassurés que nos propositions ont été versées dans le panier au palais, enfin, au centre interdiocésain. Son Éminence, Monseigneur le Président de la CENCO, a reçu nos propositions. Il y a aussi des compatriotes qui sont dans ce forum à qui nous nous sommes fait l'obligeance de pouvoir remettre ce travail pour qu'ils en fassent bon exploit. Par rapport au financement des élections, nous n'avons pas escamoté cette question. Nous nous sommes dit d'abord, le peuple congolais appelle ces élections à corps et à cri. Si tel est le cas, et qu'on continue à rabibocher pour dire au peuple congolais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent, on peut aujourd'hui sensibiliser le peuple congolais à un effort, pas de guerre, mais un effort citoyen, pour dire, imposer la transparence, peuple congolais, vous pouvez aussi participer à la mobilisation de ces ressources. Nous ne nous limitons pas simplement au peuple, mais puisque vous avez parlé aussi du trésor public, le trésor public n'est pas une caisse privée d'un Premier ministre ou de membres du gouvernement. Il n'y a pas de proposition, Chéribin, parce que dans on a vu comment on a géré par le passé, maintenant que nous aurons... Et c'est là qu'il y a la responsabilité de l'autorité budgétaire, le Parlement, qui a le pouvoir de contrôler le gouvernement. Nous avons dit dans les redditions des comptes, on devrait interroger le gouvernement. Si il y a eu une prévision de 238 millions de dollars par an, en moyenne, pour booster le cycle électoral, mais vous n'avez libéré que quelques 15 millions de dollars, même pas les 10%. Mais s'il appartient au Parlement de poser la question au gouvernement qui doit être responsable. C'est là le problème. Chéribin Okende, Premier ministre. Excusez-moi. Excusez, Pascal Oondje, c'est un Parlement, parce que Pascal Oondje, c'est le frère de Chéribin Okende, qu'il lui fasse tout ce qu'il peut faire au niveau de la primature. Il vient à l'Assemblée nationale, on s'en fout, et tout passe comme si de rien n'était. Comment on va changer cette donne? Parce que on la changera en infusant aux gens la culture républicaine.
Il ne va pas suffire que tel soit mon frère pour que je fasse de la complaisance vis-à-vis des affaires de l'État. Et puis encore, même des mêmes familles politiques doivent se sustenter de la logique institutionnelle. Vous pouvez être de la même famille politique. Dès lors que l'autre est dans l'institution gouvernement, vous êtes dans l'institution Assemblée nationale, appliquez votre pouvoir votre pouvoir institutionnel en tant qu'autorité ayant capacité de contrôler l'exécutif. Donc vous avez le pouvoir de contrôler le ministre, le Premier ministre. Et la complaisance, c'est une mauvaise culture politique qui frelate la responsabilité et la redevabilité, fait en sorte que vous ayez raison pour décrier pareille attitude. Voilà pourquoi nous, dans le Front républicain des centristes, nous avons un décalogue de valeurs que nous allons nous évertuer de suivre. Nous ne nous disons pas plus parfaits que les autres, non, mais c'est l'effort citoyen, c'est l'effort républicain d'appliquer, de faire la politique sur la base de principes et sur la base des valeurs. Et parmi nos 10 valeurs qui composent ce décalogue républicain, nous avons la responsabilité et la redevabilité, en plaçant aussi la justice au-dessus des individus. Et je pense qu'avec l'exploit de ce paradigme, on peut arriver à restaurer les choses. Comment maintenant permettre les mesures de décrispation? Parce que là aussi c'est un problème. Nous avions vu le comportement des acteurs politiques un peu tendu. Moi je pensais comme si Félix Tshisekedi ne pouvait même pas serrer la main à Lambert Mende Malanga, celui-là qui a dérangé un peu les Congolais depuis un certain moment avec ses discours. Mais au centre interdiocésain, ils sont ensemble, on rit, ils se saluent. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut pour décrisper aussi le climat politique? S'il vous plaît, moi-même je suis un républicain, donc je m'emploie à observer un comportement républicain. Ce n'est pas une mauvaise chose que des compatriotes se rencontrent, même de bords politiques différents, qu'ils se saluent, qu'ils échangent. Et finalement, la meilleure culture politique est qu'on ne doit pas se considérer comme ennemis. Mais c'est ce qu'on a affiché. Voilà. Alors, maintenant, mesure de décrispation. La responsabilité du gouvernement est totalement engagée dans la violation de liberté politique, liberté d'opinion. Il y a aussi aujourd'hui un harcèlement judiciaire qui ne dit pas son nom. Décrispation politique, il faut arriver à anéantir toutes ces mesures cyniques qui violent les principes démocratiques. Donc je pense que ça nous permettra d'aller de l'avant. On termine Décrispation politique aussi, parce que vous avez... il faut voir par rapport à la participation de tous les Congolais dans les médias publics. Aujourd'hui, le CESAC est en difficulté. La CENCO l'a relevé. Est en difficulté d'assumer ses responsabilités constitutionnelles. Quelle serait la solution? C'est la dissolution d'un ministère de la communication et médias, voilà, qui obstrue les responsabilités ou les prérogatives de CESAC dans les médias publics. Vous ne pouvez pas voir les dirigeants de la RTNC appliquer les instructions du CESAC lorsqu'ils ont des injonctions du ministre de la Communication et des Médias. Nous en connaissons quelque chose, nous, Canal Kin Télévision, des ans de fermeture, c'était beaucoup. Alors, ils sont là, mais ils ont prendre probablement un accord. Ils ont été à la Cité de l'Union africaine, il y a eu un accord. On a organisé les concertations nationales la fois passée, il y a eu un accord. Mais le problème, c'est le suivi de ces accords. Chéribé Okende, quel conseil vous pouvez prodiguer aujourd'hui pour que ce qui sera décidé soit respecté, qu'il n'y ait pas de petits rois par après pour s'imposer sur ces accords? Non, cher ami, c'est la fin qui justifie le moyen. Et c'est par son fruit qu'on reconnaît un arbre, s'il est bon, s'il est mauvais. D'abord, il faudra voir quel type d'accord qu'ils vont trouver. Si c'est un accord comme celui de la Cité de l'Union africaine, violant la Constitution, donc ça sera un mauvais arbre qui donnera un mauvais fruit. Et n'attendez pas le soutien du peuple par rapport à cet accord. Que ce soit le rassemblement, la majorité qui cautionnerait la violation de la Constitution du 18 février 2006, le peuple va le décrier. Donc, c'est d'abord la nature de l'accord. Si l'accord répond au respect strict et absolu de la Constitution, il va falloir maintenant imaginer des mécanismes de suivi pour la mise en application de cet accord. On en appellera aussi à la véritable volonté politique
et à la sincérité politique que nous appelons la loyauté vis-à-vis de la République. Que tout le monde prenne l'engagement de respecter cette disposition qui respecte la Constitution. Et ainsi donc, pour le mécanisme de suivi, on verra des organisations qui ont au moins la présomption d'impartialité pour piloter ce mécanisme de suivi. Bon, aujourd'hui, franchement, je suis tenté de dire que personne d'honnête ne peut remettre la crédibilité de la Cinco, jeter la crédibilité de la Cinco en pâture. On peut imaginer des mécanismes comme cela avec l'accompagnement de certains de nos partenaires. Chéribé Okende, l'émission est terminée. Je vous remercie. Qu'est-ce qui est à la base du blocage du pays? Parce que quand nous suivons le point de vue de votre invité, mais c'est l'intelligence pure. Ça, c'est de mon point de vue. De bonnes propositions qui peuvent facilement aider aussi le pays à pouvoir bien avancer. Mais l'impression que nous avons, c'est que nous tournons toujours à rond. Et pourquoi nous tournons toujours à rond? Peut-être qu'on ne sait pas faire le choix des animateurs. Est-ce que cette fois-ci, ne fût-ce que pour désamorcer la crise, pour permettre que notre condition respire, est-ce qu'on saura faire le choix des animateurs pendant cette période provisoire? Moi, je me pose cette question parce que je vois la conséquence. Nous n'avions pas su avoir les élections. Simplement parce que le gouvernement n'a pas bien travaillé. Le gouvernement n'a pas bien travaillé, il n'a pas mobilisé l'argent, la CENI n'a pas eu l'argent pour organiser des élections. Si nous aurons des gens capables à pouvoir mobiliser correctement l'argent, si nous aurons des gens capables de pouvoir comprendre la nécessité du respect de la Constitution pour asseoir correctement la démocratie au pays, nous pensons que nous allons faire avancer les choses. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous, Chéribé Okende, président national du Front social des indépendants républicains. Il est aujourd'hui coordonnateur principal du Front républicain des centristes. Il a fait des propositions à la Sénéco qui conduit aujourd'hui le débat entre les acteurs politiques pour désamorcer la crise et trouver solution à la crise. Et voilà, nous sommes à la fin. Nous vous disons merci, tout en vous rappelant toujours la pensée d'Héraclite et d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. N'oubliez jamais cette pensée parce qu'elle est essentielle. C'est le sens même de la vie. Au revoir.